Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 21 mars et voici les titres qui seront développés dans ce journal de début de semaine. Une édition largement consacrée aux résultats sportifs où tout a réussi au Monégasque ce dimanche, avec un double podium pour les frères Leclerc, entre Charles qui remporte le premier Grand Prix de F1 de la saison, il est en tête du championnat, sans oublier Arthur qui finit lui deuxième de la course de dimanche en Formule 3. En sport collectif, en championnat de France, Monaco a été le cauchemar des Parisiens avec en foot un 3-0 au Louis II face au PSG et une Roca Team qui s'est imposée en basket à Bercy 76-69. Nous reviendrons dans le détail sur ces belles victoires. Nous vous demanderons par la même occasion ce que vous avez particulièrement suivi. À l'occasion de la 5e Monaco Ocean Week, l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry, est en principauté pour participer à la Monaco Blue Initiative. Sa réaction dans ce journal, vous le verrez, penser les plaies des océans est une question vitale. Toujours en rapport avec la Monaco Ocean Week, nous recevrons le navigateur Boris Herman qui, aux côtés du fondateur de la Team Malizia, Pierre Casiraghi, nous présentera ses nouvelles aventures en équipe et en solitaire avec un nouveau bateau, le Malizia 3. Parmi toutes les mobilisations caritatives autour du drame que vit actuellement le peuple ukrainien, à noter celle de l'Union cycliste de Monaco qui a accueilli il y a un peu plus d'une semaine Maxime Bilihi, arrivé tout droit d'Ukraine après un long parcours. Nous l'avons rencontré à l'occasion du 47e critérium de cyclisme de ce dimanche dans les rues de Monaco. Et enfin, nous terminerons avec de la musique et le Printemps des Arts. La jeunesse était à l'honneur à l'auditorium René III où l'on a donné une carte blanche aux différents conservatoires de la région. Comme je vous l'ai dit, ce dimanche a été une très belle journée pour les amateurs de sport, entre la victoire du premier Grand Prix de la saison de Charles Leclerc, qui a fait résonner une nouvelle fois l'hymne monégasque à l'international, la très belle victoire de l'ASM en foot contre Paris au Louis II, et idem, la victoire à Paris de la Roca Team en basket. Avez-vous suivi ce week-end sportif? Quel regard portez-vous sur ces beaux résultats? Quel est celui qui vous a le plus marqué? Sandrine Nègre et Olivier Bonello vous ont posé toutes ces questions, et voici les réponses. Très belle journée de sport pour Monaco. Déjà avec la victoire de l'ASM, on attendait ça depuis un moment. Les résultats n'étaient pas là, mais c'était inespéré. Et vraiment un très beau match, un très beau match de l'AS Monaco Football. La victoire du basket aussi à Paris, ça a été... Et puis bon, la très bonne surprise avec la Ferrari. La victoire de Monaco sur le Paris Saint-Germain, ça m'a fait très plaisir. Très plaisir d'apprendre la victoire d'un Monégasque au Grand Prix d'hier. Celle de Monaco en foot. Surtout que j'ai mon petit garçon qui était au stade et qui a nargué Mbappé avec son écharpe de Monaco après 2-0. Puis le troisième but qui est arrivé, donc forcément il était très content et moi avec. C'est toujours fantastique de voir quand nos clubs de cœur réussissent bien. Donc que ce soit au basket, au foot, en plus sur un gros match au foot. Monaco qui, en Formule 1 aussi, c'est génial de voir Charles qui réussit, donc carton plein ce week-end. Carton plein, c'est exactement ça. On va rentrer un peu plus dans le détail, à commencer par le foot et une victoire flamboyante alors que Monaco était plutôt dans la tourmente. Belle victoire donc face à un PSG plutôt terne. Frédéric et Lyon, comme on dit, et 1, et 2, et 3-0. Un score sans appel, Fabien, face à une équipe du PSG qui ne semblait pas vraiment concernée ou intéressée par cette rencontre. Tant mieux pour les Monégasques qui ont décroché un succès facile et mérité grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations et un but de Kevin Volland. Une victoire qui fait du bien à la SM dans un contexte extrasportif particulier et notamment les révélations de nos confrères de l'équipe sur les envies de changement de Dimitri Ribolovlev. Les Ultras ont également déployé plusieurs banderoles pour exprimer leur mécontentement pendant la rencontre. Avec cette victoire, Monaco peut toujours croire à une qualification européenne. Les joueurs de Philippe Clément ne sont plus qu'à 4 points du 5e Strasbourg. Je veux aussi naturellement plus de régularité. Je suis on top of the players for that. Parce que je veux des gagnants qui font les choses chaque jour, chaque match. Et le match comme aujourd'hui, ça doit être une référence pour les semaines suivantes. Une embellie à confirmer au retour de la trêve internationale avec un déplacement à Metz, avant-dernier du championnat.
Et ce sera le dimanche 3 avril précisément. Merci Frédéric. Succès des Monégasques en foot face au PSG. Victoire également de la Roca Team face au Paris Basket en championnat. Les hommes de Sasa Obradovic l'ont remporté 76-69 dans une rencontre délocalisée pour cette affiche à l'Accor Arena. Le résumé est signé Émilie Rousseau. C'est dans l'antre du sport-spectacle à l'Accor Arena, devant plus de 8000 spectateurs, que Paris recevait Monaco pour la 23e journée de Betclic Elite. Paris, une équipe qui a déjà réussi à faire vaciller deux grands du championnat, l'Asvel et Boulogne, mais pas le club de la Principauté. Il ne fallait donc pas tomber dans le match piège face aux Parisiens, 14e au classement avant le début de cette rencontre. Obradovic avait fait le choix de laisser Mike James, Motoum, Andouzic et Gray au repos. Le score peine à décoller pendant les 5 premières minutes de jeu. Quelques imprécisions en attaque de chaque côté. Poussé par son public, Paris se défend et passe devant au score, mais c'était sans compter Léo Westermann et Dwayne Bacon, encore lui, déjà extraordinaire face à Strasbourg. Ce 3 points du Parisien, Allman au buzzer, permet de recoller au score, mais c'est bien Monaco qui mène à l'issue de ce premier quart-temps, 22-18. Le manque d'adresse ponctuera l'entame du deuxième quart-temps. Monaco va chercher ses points sur la ligne des lancers francs. Paris reste au contact, mais la Roca Team prend le large grâce à Diallo, à Donta Hall et Will Thomas. Les Monégasques dominent à la pause de 5 points, mais les Parisiens restent entreprenants et peuvent toujours se montrer menaçants. Au retour des vestiaires, la Roca Team prend le large. Une bonne défense et le manque de précision des Parisiens permettent à Monaco de creuser l'écart, grâce notamment à un Will Thomas en grande forme. Les hommes d'Obradovic ont trouvé enfin leur rythme et le physique fait la différence. La domination monégasque au rebond est flagrante, 64-52 à l'issue du troisième quart-temps. Paris n'a cependant pas baissé les bras pour autant. Boatwright enchaîne un festival de 3 points. Kamagaté fait le show. Le club de la capitale anime cette fin de rencontre, galvanisé par les encouragements de son public. Mais pas de quoi faire douter Monaco qui enchaîne sur une 5e victoire consécutive. Score final 76-69. On soulignera une nouvelle fois les belles performances de Dwayne Bacon et de Will Thomas, 16 points. C'était un petit traquenard, hein. C'est 8000 Parisiens endiablés. Ouais, c'est sûr que ça les a portés. Ils ont fait un très bon match. Nous, on en a été mis en difficulté, mais on a fait le nécessaire pour arriver à assurer la victoire. Ils ont créé un gros événement ici à Bercy, beaucoup de monde. On le savait qu'ils sur ce match-là, ils voulaient faire très bonne figure et c'est ce qu'ils ont fait. On a plutôt contrôlé le match jusqu'à les 2 dernières minutes où ils sont un peu emballés. Mais voilà, après, avant la semaine qui nous attend, c'était important de gagner et de sortir du match sans blesser. Tout le monde qui joue, qui a touché le ballon. Et voilà, c'est un match abouti. Opéré de la cheville en février dernier, Amarassi n'aura malheureusement pas pu jouer contre son ancien club. Malgré la défaite, l'ancien joueur emblématique de la maison rouge et blanche a tenu à saluer les deux équipes. C'était un événement pour nous. J'espère que le public a apprécié. En tout cas, nous, on a tout donné, mais force est de constater que face à nous, il y avait une grande équipe de Monaco qui a dominé tout le match, même si, une bonne partie du match, mais ils ont toujours gardé le contrôle, ils étaient sûrs de leur force. Nous, on s'est battus avec nos armes. Malheureusement, c'est pas passé, mais je pense que le spectacle a été au rendez-vous. Victoire précieuse donc de Monaco en championnat qui met la pression sur Boulogne-le-Valois avant d'enchaîner une semaine décisive en Euroleague. On va continuer de parler de sport, mais tout en parlant d'environnement avec la 5e édition de la Monaco Ocean Week qui se déroule toute cette semaine. Cet événement est organisé par la Fondation Prince Albert II et a pour but de sensibiliser la communauté internationale sur les enjeux liés à la préservation des océans. Une 50aine de rendez-vous sont organisés avec plusieurs partenaires comme l'Institut océanographique, le Centre scientifique ou encore le Yacht Club. Nous sommes d'ailleurs avec notre invité du jour au Yacht Club. Il nous a fait vibrer lors du dernier Vendée Globe puisqu'il navigue aux couleurs de la Principauté. Boris Herman, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes au Yacht Club à l'occasion, je l'ai dit, de la Monaco Ocean Week. Vous qui êtes souvent en mer, on parle d'un 7e continent, un continent de pollution plastique qui est du côté du Pacifique. Ça serait 3 fois la superficie de la France, ça représenterait 80 000 tonnes de plastique. L'avez-vous vu, ce 7e continent ? Non, je suis posé la question, on me pose la question assez souvent, mais nous, les régatiers, on ne passe pas au centre des anticyclones, donc les zones sans vent où je crois c'est peut-être plus visible. Dans les zones très ventées, on ne le voit pas souvent, la pollution plastique. Mais mes collègues dans des courses dans la Volvo Ocean Race et sur un autre bateau du Vendée Globe aussi, celle de Fabrice Amedeo, ils ont mesuré le microplastique et ils en ont trouvé même dans les coins des océans les plus distants de la Terre. Et dans quel état vous trouvez-vous la mer quand vous êtes en bateau ? C'est alarmant selon vous ? Ça vous révolte ? Les changements climatiques, ils changent dramatiquement la mer. Ça, on le sait, la mer se réchauffe et ça s'acidifie avec le CO2 qui est capté par la mer. Donc ça change la biodiversité et menace vraiment les océans et nous menace nous parce que nous, on dépend des océans. On parle de la team Malizia dont vous faites partie. Que pensez-vous de cette team amenée par Pierre Casiraghi et des ambitions que vous avez tous dans cette équipe ? Donc je pense que c'est une équipe un peu à part des autres avec un esprit très particulier qui est en partie implanté par Pierre. C'est un esprit parfois un peu, je ne voudrais pas dire malicieux, mais un peu malin, j'espère. Et on essaye de faire nos choses, on essaye de faire plus avec du moins et d'être humble et d'essayer de bien faire des choses sans exagérer et de garder notamment un vrai esprit d'équipe. C'est ça l'essentiel, qu'on ne laisse jamais devenir notre activité en boulot comme un autre. Un mot sur Pierre Casiraghi, le navigateur, avec qui vous avez beaucoup navigué d'ailleurs. Pierre a clairement amené du bonheur à bord, mais aussi une capacité de pousser le bateau, de pousser fort, de le faire marcher vite et d'explorer les limites du bateau et de moi aussi. Il m'a poussé souvent aussi moi, donc je profite beaucoup de partir en mer avec lui. Mais écoutez, à l'inverse, on a donné la parole à Pierre Casiraghi, vous concernant. On l'écoute, il est au micro de Frédéric Hélion et on se retrouve dans quelques instants. Pour Malizia et pour l'équipe, Boris c'est quelqu'un qui est d'abord un ami, on se connaît très bien depuis nombreuses années. Je pense que c'est important d'avoir cette confiance. On a navigué énormément ensemble sur plein de supports différents. Donc il a cette polyvalence qui lui permet d'être performant dans ces conditions extrêmes. Voilà, c'est les conditions qui sont dans pratiquement aucun autre sport où on se retrouve avec et très peu de moments pour se reposer, et un stress permanent, avec quand même un danger aussi de se retrouver en mer tout seul, aussi loin. Donc c'est quelqu'un il faut avoir beaucoup de ressources, il faut avoir beaucoup d'envie, et donc Boris a tout ça, et donc je suis ravi de pouvoir continuer l'expérience avec lui et de remettre ça pour le prochain Vendée Globe. Justement, on remet ça. Quelles vont être les échéances et les objectifs sur la période qui va venir là ? Oui, d'abord le premier objectif, c'est de mettre à l'eau le nouveau bateau. Donc c'est beaucoup d'inconnus encore, parce qu'aujourd'hui c'est encore sur le papier. Mais voilà, j'ai hâte en juillet de voir le bateau finalement à l'eau. C'était donc Pierre Casiraghi sur les ambitions et le navigateur de Malizia 3, Boris Herman, qui est avec nous à l'occasion de la Monaco Ocean Week pour présenter ses prochaines aventures avec un nouveau bateau en construction. Où en est-il ce Malizia 3 ? On voit aujourd'hui la coque et le pont à part. Ils vont être assemblés dans les 2 semaines qui viennent. Et ensuite, le bateau va être fini au fur et à mesure et mis à l'eau le 19 juillet cette année pour le préparer pour la route du Rhum en novembre, course en solitaire pour traverser l'Atlantique. Et que va-t-il avoir de plus ce bateau ou de particulier par rapport au Malizia 2 ?
Le bateau va être très solide, il y a plus de carbone et le fond de coque est plus solide, notamment comme sur l'ancien bateau. Donc à l'impact avec la mer, à haute vitesse, on a moins peur en mer, on peut pousser plus fort. Et la forme de coque est radicalement différente, beaucoup plus arrondie, avec une forme plus bananée qui est pour un bateau de course assez atypique. Ça ne s'est jamais fait, je pense, sur d'autres bateaux de cette manière-là. Quels vont être les prochains grands rendez-vous, que ce soit en solitaire ou en équipe? Donc, la route du Rhum, c'est une course très fameuse en France. Solitaire, Saint-Malo-Guadeloupe, ça c'est en novembre cette année. Ensuite, mi-janvier l'année prochaine, 23, on va partir de Alicante pour un tour du monde en équipage et en escale, donc The Ocean Race. Et le prochain Vendée Globe, vous êtes prêt mentalement, psychologiquement pour repartir dans ce type d'aventure? J'ai encore envie de me préparer mieux et notamment faire cette course autour du monde en équipage pour vraiment techniquement, sportivement me bien préparer. La préparation mentale, ça se ferait un peu plus autour des courses en solo, notamment la fameuse route du Rhum cette année. Et en 2024, dans l'année du Vendée Globe, on aura 2 courses transatlantiques en solo. Une course pour aller à New York, de France à New York, et une course retour, donc 2 fois traverser l'Atlantique en solo. Dernière question, dans l'ancien bateau, vous aviez toujours un compagnon, même en solitaire, hein, c'était un nounours, un doudou. Il sera avec vous dans ce nouveau bateau également? J'ai reçu d'une classe d'école ce doudoun, cet ours qui est depuis toujours à bord sur toutes les courses que j'ai faites. Il a fait 4 tours du monde maintenant. Et il va bien sûr revenir à bord et il va, j'espère, animer ensemble avec moi des enfants qui vont suivre la course. Écoutez Boris, on vous souhaite plein de belles choses et on suivra vos aventures avec un grand intérêt. Merci Boris. Merci beaucoup. Et parmi les autres personnalités présentes à Monaco pour cette semaine dédiée aux océans, John Kerry. Alors que le monde fait face à une crise sans précédent en Ukraine, comment ne pas perdre l'attention du grand public face aux questions de l'environnement? L'envoyé spécial américain pour le climat rappelle justement l'importance de cette lutte climatique. Il a répondu aux questions d'Alexandra Pani ce matin. On l'écoute. We're all fixated on what is happening. Daily crimes against humanity. And everybody in the world should be repelled by what is happening in Ukraine today. And the fact is that over time, if we don't do enough about the climate crisis, many people are going to die. They already are dying from climate. As I said, 10 million a year die from the pollution that comes from the fossil fuels we burn. 5 million people a year die from the extreme heat now that is happening. That's without mentioning the fires and the floods and the mudslides. I mean, there's so many different impacts from climate now that we dare not look away from that crisis, even as we are responding to the crisis of Ukraine, which is appropriate and mandatory. The reality is that the ocean is completely connected to the climate. The ocean is the thermometer in many ways. And the ocean governs climate because as the ocean heats and warms, it has the impact on currents, it has the impact on wind, it is putting off more moisture into the air. And the moisture that comes from the ocean because of the heat, 90% of the heating goes into the ocean, so it gets warmer. That moisture comes back to Earth in the rain and the storms and the intensity of the cyclones and the hurricanes and so forth. So there's a complete connection. And the burning of fossil fuel sends the particulates into the atmosphere. It then falls into the ocean as rain, and it raises the acidity of the ocean, damaging the life in the ocean itself. So the chemistry of the ocean is changing faster now than it has in millions of years. And that is because of human activity. So it's completely interconnected. You can't solve the problem of climate if you don't solve the ocean, and you cannot solve the ocean problem without solving climate. Impossible de résoudre le problème climatique sans résoudre celui des océans. John Kerry était l'un des invités de marque de cette journée de la Monaco Blue Initiative qui a réuni un grand nombre de spécialistes autour de la question de la préservation de nos océans.
Quelles sont les ambitions de cette 13e édition? La réponse dans ce reportage d'Alexandra Pani. De retour en présentiel pour cette 13e édition, 140 participants, scientifiques, décideurs politiques, représentants du secteur privé, tous unis par une volonté commune autour de la protection des océans. La Monaco Bleu Initiative est une plateforme internationale de discussion souhaitée par le prince Albert II pour s'organiser autour des défis liés à la gestion et la conservation de l'océan. Bien sûr, on parle à des professionnels, on parle à des convaincus, mais néanmoins il y a cette volonté commune de pousser, d'ouvrir les portes, de poursuivre ce travail de fond et de profiter aussi justement des opportunités nouvelles qui s'ouvrent. Alors la crise du Covid avait permis d'engager justement un Green Deal en Europe. L'administration américaine du président Biden a également lancé un plan de relance fort avec la Green et la Blue Economy justement qui sont au cœur de cela. Et donc il y a des opportunités à saisir en termes de création d'emplois, en termes de nouveaux marchés, et c'est tous les enjeux à la fois de la Monaco Blue Initiative, ce grand groupe de réflexion voulu par le prince il y a déjà plus de 12 ans, et puis dans la continuité la Monaco Ocean Week avec plusieurs événements qui mettront en avant les solutions, les innovations et les offres de financement aussi. Une journée qui s'est articulée autour de 3 sessions. Quelle ambition pour la protection des océans cette prochaine décennie? Les avantages d'une économie et d'une finance bleue, mais aussi la question de la haute mer, des aires marines protégées et la diversité biologique. La liste des menaces qui pèsent sur les océans est sans limite. Il est urgent de développer des solutions pour rassembler autour de sa préservation. Toujours dans le cadre de cette semaine des océans, le musée océanographique invite à découvrir sa toute nouvelle exposition Northbound Connected by the Sea. Au programme, Vanessa Dessy, 24 œuvres d'art qui évoquent la beauté de la mer du Nord. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, il s'agit d'un focus sur la mer du Nord et ses richesses, peinture ou photographie, ancienne ou moderne, toutes les œuvres ont pour point commun de célébrer la place majeure de la mer du Nord. Selon le climat et le regard de l'artiste, l'étendue d'eau se fait tour à tour grise, bleue ou verte, calme ou agitée par un vent de tempête. Cette exposition a pour objectif de sensibiliser aux méfaits de la pollution, du réchauffement climatique et de la pêche intensive. Roland McDan s'est produit samedi sur la scène du Grimaldi Forum à l'occasion des Sérénissimes de l'humour. 90 minutes non-stop où le public a pu retrouver tous les personnages phares de ses précédents spectacles. De nouvelles lettres avec Pépé et Mémé, plus exaltés que jamais. Des situations de la vie de tous les jours autour de sa famille et de sa femme sont passées sous le microscope de l'humoriste. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Juliette Rappert. C'est comme si j'étais un enfant en cours de récréation. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai été puni pendant 2 ans. Je suis resté à l'infirmerie. Oh, putain. Et puis au bout de 2 ans, on me dit, ça va, t'es guéri. Et là, tu sors, tu pètes le feu, quoi. J'ai fait un petit cadeau à Monaco, parce qu'en fait, j'ai un tout nouveau spectacle. Je vais parler du couple. À travers le couple, à travers ma femme et moi, je vais parler de tous les couples, parce qu'en fait, ce qu'on vit nous, c'est ce que tous les couples vivent. Je vais parler des enfants, j'ai toujours un adolescent un peu mou qui est notre fils, qui représente un peu tous les adolescents. Puis cet adolescent, il a grandi, maintenant il cherche une femme, mais il est toujours aussi mou, donc c'est un peu emmerdant, quoi. Il faut qu'il en trouve une aussi molle que lui, c'est pas évident. Et donc voilà, le couple, l'homme, la femme, les enfants, tout ce qui nous entoure. Et puis, mais l'homme et la femme, on y va à fond, hein. Cette année encore, les Sérénissimes ont soutenu la Fondation Flavien. 1 € par billet vendu a été reversé à l'association. Jusqu'au 2 avril prochain, la Maison de France propose une brocante. Et une brocante au profit de l'association pour le devoir de mémoire avec le soutien de la Fédération des groupements français de Monaco. Tous les dons récoltés permettront de préparer de nouvelles expositions, de créer un musée de la résistance et de proposer un cycle de conférences autour des conflits européens du XXe siècle. Les anges gardiens se mobilisent en faveur de l'Ukraine. Dès ce mardi, 50 personnes réfugiées, mamans et enfants, seront logées au gymnase de Beau-Soleil. L'association lance donc un appel aux dons. Produits d'hygiène, serviettes de toilette, matelas, couvertures, draps, sacs de couchage et coussins. Pour participer à cette collecte, il vous suffit de contacter les anges gardiens au numéro qui s'affiche en bas de votre écran.
Merci Vanessa. Et si les anges gardiens se mobilisent, élan de solidarité également du côté des cyclistes. L'Union cycliste de Monaco a accueilli il y a un peu plus d'une semaine un Maxime Billy, arrivé tout droit d'Ukraine après un long parcours. Juliette Rappert et Lionel Bernardi sont allés à sa rencontre lors du 47e critérium de cyclisme de ce dimanche. Repéré il y a plus d'un an déjà par l'Union cycliste de Monaco lors des championnats du monde, Maxime Billy devait déjà rejoindre l'équipe monégasque début février. Cependant, la délivrance du visa prend du temps et n'arrive que le 24 février, soit le même jour où la guerre en Ukraine a commencé. Ho stato a Kiev per aspettare per mi da ambasciata da passaporto con visto. E loro mi ha scritto alle 8, vieni a prendere il passaporto. Io ho andato 15 km per ambasciata a piedi, correre a piedi, perché fuori da casa tutti panico, tante macchine, tanto gente fuori, tutto bloccato. S'ensuit un long parcours du combattant pour ce jeune cycliste ukrainien, mais grâce à la demande de l'UCI et l'UEC et du comité olympique, le gouvernement ukrainien a établi une liste d'athlètes de haut niveau pouvant avoir la possibilité de représenter les couleurs de l'Ukraine lors des compétitions internationales. Et Maxime Billy a pu finalement quitter l'Ukraine. J'étais très inquiet, c'était presque comme si c'était mon fils. Il s'est vraiment débrouillé très bien dans un pays, vous avez entendu un petit peu ce qu'il vous a dit, en guerre. Il a vu les pires choses, des bombardements, les missiles qui sont passés par-dessus la tête. Et moi, je voulais à tout prix faire tout le possible pour essayer de sortir de cette situation et qu'il puisse réaliser son rêve, que c'est celui de passer professionnel d'ici 1 an, 2 ans. Arrivé samedi 12 février et accueilli chaleureusement par toute l'équipe de l'UC Monaco, Maxime Billy loge à présent au centre de formation à côté de Carnoles. Il a pu disputer sa première course sous les couleurs de l'Ukraine et de Monaco lors du 47e critérium de Monaco. Et grâce à Maxime Billy, Monaco se classe 17e en course élite et le jeune monégasque Andrea Cracciolo s'est classé 2e dans la course minime, battu au sprint de quelques millièmes de seconde. Culture, avec le 2e week-end du Printemps des Arts et de nombreux concerts dans différents endroits de la Principauté, notamment samedi dernier à l'Auditorium Régnier 3, où a eu lieu un concert dont le titre était « Carte blanche au Conservatoire ». Reportage de José Sacré. C'est une tradition bien installée au Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le temps d'un concert, la scène de l'Auditorium Régnier 3 est ouverte aux jeunes musiciens de l'Académie Régnier 3 de Monaco et des conservatoires de la région Nice, Grasse, Vence, Cannes et Beau-Soleil. L'occasion pour le public de découvrir des artistes de demain, une vingtaine cette année, dans des formations variées du piano à l'ensemble de flûte. C'est vraiment un travail pédagogique de fond qui est mené avec nos écoles dans lesquelles on va chercher à sortir du quotidien d'une école de musique ou d'un conservatoire, qui est le cours habituel, pour se projeter dans un environnement qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire avec des grands artistes internationaux, des grands compositeurs qui sont là pour leur expliquer comment jouer les œuvres qu'ils vont interpréter. Et ça n'a pas de prix. Il y a toujours un petit trac avant, mais bon, là de moins en moins parce que je commence à avoir l'habitude, mais il y a toujours un petit trac. Je pense que le plaisir passe au-dessus du trac, non ? Ouais. Une fois que je me mets à jouer, le trac il s'en va progressivement. C'est une superbe chance, surtout que là la salle elle est très belle, le piano j'ai un peu testé, il est quand même super facile à jouer. Ouais, c'est une superbe chance. Prochain rendez-vous du Printemps des Arts, de ce jeudi à dimanche 27 mars, avec par exemple la participation de l'Orchestre national d'Auvergne, un concert de musique arménienne ou encore une création mondiale de la compagnie de ballet Allo Egayan. Passons à la météo à présent. Vanessa, quelle est la tendance de ce début de semaine ? Eh bien Fabien, le soleil restera très présent durant toute la journée. Au programme, un ciel bleu. Les températures resteront fraîches. Elles iront de 4 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 6h29 et se couchera à 18h45. Et nous fêterons les Léa. Sainte Léa du IVe siècle était connue notamment pour sa grande humilité. Nous sommes au printemps depuis dimanche.
une période où l'on regarde pousser la nature, où les plantes et les arbres bourgeonnent. Eh bien, sachez que depuis 2013, le 21 mars, aujourd'hui donc, est officiellement la Journée internationale des forêts. La forêt, un élément essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Eh bien, ce sont les photos du jour prises par Michael Ailesi. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain, 19h. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.